Pour parler de mondialisation, il faut remonter de quelques siècles et vous avez devant vous une carte qui représente le monde dans une période charnière qui couvre le 16e, 17e et 18e siècle. Vous remarquerez que sur cette carte, vous avez deux ellipses bleutées qui représentent ce que les économistes appellent des espaces-mondes. Il y a donc deux espaces-mondes, un centré sur l'Asie et un centré sur l'océan Atlantique. Et au XVIe siècle, la première économie mondiale se situe évidemment en Asie. Cette zone d'ailleurs recouvre non pas un État, mais deux États, et vous voyez apparaître un certain nombre de flux économiques à l'intérieur de la zone, et évidemment centré à la fois sur la Chine et sur l'Inde. Nous avons donc ici finalement un juste retour des choses lorsqu'on regarde la situation actuelle, puisque nous disons aujourd'hui que les créateurs de valeur se trouvent en Asie. Autrement dit, les premières puissances économiques mondiales qui émergent, c'est d'abord l'espace asiatique. Eh bien, vous voyez que c'était déjà le cas au XVIe siècle. L'espace que vous voyez du côté de l'Atlantique n'est qu'un espace émergent au XVIe siècle, évidemment avec les grandes découvertes. Il faut comprendre qu'avant, cet espace monde occidental n'existe pas et que l'Europe occidentale n'est qu'au bout du continent un espace qui est relativement pauvre, qui n'arrive pas à se développer, et il faudra effectivement la conquête de l'espace américain, mais à travers des nouvelles technologies, comme des technologies de navigation et de localisation, pour permettre effectivement l'avènement de nouvelles routes commerciales et la mise au pas à la fois de l'espace américain, mais vous voyez notamment une route qui passe au large de l'Afrique du Sud, donc la conquête également de l'océan Indien et au final de l'Asie. L'Europe occidentale est avant une zone régionale pauvre, où il est difficile en réalité de développer des richesses économiques, pour d'ailleurs plein de raisons, mais une raison fondamentale, c'est que l'Europe occidentale est coupée de l'approvisionnement en matériaux précieux, l'or et l'argent, qui normalement sont extraits notamment en Afrique. Si on remonte à l'Antiquité, l'or et l'argent ont été extraits en Grèce, voilà. Principalement d'ailleurs plus d'argent que d'or, donc l'or a beaucoup plus de valeur mais beaucoup plus rare. Voilà, donc c'est surtout des mines d'argent qui permettent en fait l'extraction de ce qui va devenir la monnaie. La monnaie est inventée par les Grecs, et puis les mines sont rapidement taries. On va retrouver au cours de l'Antiquité grecque des mines dans Roumanie et en Bulgarie, également rapidement épuisées. Les Romains vont trouver des mines notamment en Espagne. Voilà, et puis on sait que de l'or peut venir en provenance du Soudan actuel et puis de l'Afrique noire, donc du côté de l'océan Atlantique. Voilà, seulement effectivement l'accès à ces minerais d'or se trouve également tari par tout simplement la scission de l'Empire romain en deux empires. Du côté occidental, l'Empire romain tel qu'on le connaît avec comme capitale évidemment Rome, et de l'autre côté, l'Empire romain d'Orient avec comme capitale Constantinople. C'est pour, par exemple, les royaumes francs, c'est l'arrêt effectivement de l'afflux de métaux précieux, puisque les routes de l'or sont barrées par l'Empire romain d'Orient. Et au final, les deux empires romains vont également être coupés de leur approvisionnement en or, voilà, du fait des invasions musulmanes.
voilà, qui vont effectivement couper l'approvisionnement sur tout le bassin méditerranéen. C'est donc au monde musulman que profite l'afflux de métaux précieux. Voilà, deux capitales de ce monde musulman qui barre la Méditerranée à l'Europe. D'une part, dans un premier temps, Bagdad, voilà, et puis quand Bagdad va être en déclin, c'est le Caire, hein, qui est vraiment un nœud gordien au niveau des routes commerciales africaines, qui va être la capitale du monde musulman. Cet afflux de métaux précieux, principalement de l'or, c'est également l'objet d'autres. Les routes commerciales font l'objet d'autres marchés, et notamment le marché de la traite humaine, qui n'a pas d'ailleurs du tout été inventé par le monde musulman. À vrai dire, si on regarde les civilisations anciennes, toutes les civilisations sur la Terre ont fait appel à l'esclavage. L'esclavage existait d'ailleurs en Europe et a perduré avec notamment des marchés aux esclaves, des marchés très connus, par exemple un marché qui irrigue le bord méditerranéen avec une capitale de la traite qui est Marseille, et puis une autre capitale de la traite qui sert notamment également à réaliser avec cette marchandise humaine des eunuques le marché de Metz, qui perdura longtemps au Moyen Âge avant que l'Europe et notamment la chrétienté décident d'abolir l'esclavage. Hein, mais il faudra quand même attendre par exemple l'avènement de Louis XIV en France pour que la dernière forme d'esclavage qu'on appelle le servage soit abolie dans un nouveau territoire qui intègre le royaume de France, hein, qui est la Franche-Comté. Alors ce parallèle que je fais avec le marché des matières premières, métaux précieux, et puis le marché de la traite humaine, eh ben, est repris à son compte évidemment par les Occidentaux, et ça va donner lieu effectivement à l'émergence au XVIe siècle et dans les siècles suivants de ce qu'on a appelé le commerce triangulaire, à travers donc la découverte de nouvelles technologies de localisation et de navigation. Voilà, on est par exemple capable avec maintenant les bateaux de remonter face au vent. Voilà, on parle de louvoiement. Et un commerce extrêmement fructueux et quasiment qui se développe à échelle industrielle depuis les grands ports maritimes européens qui vont donc embarquer des matières de peu de valeur, hein, des colifichets, ce qu'on appelle de la verroterie à l'époque, donc des bateaux qui embarquent à cale pleine ces matières de peu de valeur, qui vont les débarquer sur les côtes africaines, où là, les tribus africaines locales vont tout simplement échanger contre ces matières de peu de valeur, ce qu'on appelait du bois d'ébène, c'est-à-dire des êtres humains. Hein. Voilà, c'est la fameuse traite négrière. Donc les cales repartent pleines en direction des Amériques, voilà, avec évidemment au départ des échanges contre des matières premières précieuses, donc c'est la fameuse extraction minière d'argent et d'or en provenance de la côte Pacifique, Amérique latine, et puis évidemment de l'Amérique centrale. Donc au départ évidemment des possessions portugaises, puis des possessions espagnoles. Et puis un petit peu plus tard, quand on va dire cette traite de matières précieuses va globalement se tarir, on va commencer à échanger des produits céréaliers, et puis on va commencer à remonter vers l'Amérique du Nord, et puis on va se retrouver globalement vers la fin du XVIIIe siècle, le début du XIXe, avec des produits manufacturés en provenance d'Amérique du Nord. Donc ce commerce est effectivement très fructueux, puisque à chaque fois, vous voyez, les cales des bateaux sont toujours pleines, donc on ne navigue jamais à vide, et on a toujours la possibilité de faire de la plus-value à chaque escale. Ce sont les Portugais qui ont initié le mouvement, principalement sur les côtes de l'Afrique, puis ils sont allés découvrir l'océan Indien. Voilà, ils se sont installés notamment sur certains comptoirs au Moyen-Orient et en Inde.
Voilà, ils vont être relayés évidemment par les Espagnols, qui eux vont réellement aller s'implanter du côté des Amériques. Voilà, et notamment de l'Amérique centrale. Ils vont commencer à contourner le continent américain pour se retrouver du côté de l'océan Pacifique. Et de l'océan Pacifique, ils vont partir à la découverte du continent asiatique. Voilà, donc du côté de la Malaisie, hein, et puis ils vont être relayés par ce qu'on a appelé les Provinces-Unies, c'est-à-dire les Hollandais, hein, qui vont prendre pied dans l'océan Indien et du côté de la mer de Chine. Ils vont commencer à commercer notamment avec les Japonais. Et puis c'est la déferlante occidentale avec notamment le Royaume-Uni qui va conquérir l'Inde et puis les Français hein, qui vont aller s'implanter du côté, par exemple, de l'Indochine. Alors, cet expansionnisme occidental qui s'opère à travers, vous voyez, des flux internationaux de commerce, va trouver son apogée évidemment au XIXe siècle. Voilà, pour les historiens, le XIXe siècle commence en 1817, à l'effondrement de l'Empire napoléonien, et puis il perdure jusqu'en 1914. Et l'apogée de cette première mondialisation, qui est fondée sur les empires coloniaux occidentaux, eh bien, cet expansionnisme trouve son apogée dans l'Empire chinois, puisque les Anglais vont parvenir à investir le marché chinois en faisant du trafic d'opium. Donc ils vont apporter l'opium en provenance d'Inde, ils vont l'apporter sur les côtes chinoises. Et puis comme les Occidentaux n'ont pas le droit de débarquer en Chine et de fouler le sol chinois et de commercer sur le territoire chinois, eh bien, ce sont des marchands chinois qui vont tout simplement faire en sorte que la drogue, l'opium, tout simplement investisse le foyer chinois. Voilà. Ça va donner lieu à quelques guerres qu'on a appelées les guerres de l'opium. Voilà, avec des traités évidemment qui vont permettre aux Occidentaux d'investir cette fois-ci le territoire chinois. Et puis ces guerres de l'opium qui ont lieu après les années 1850, hein, il y en a deux principales, eh bien, vont faire que, au final, l'empire chinois va s'effondrer. Voilà, il va s'effondrer et il faut bien comprendre que c'est un empire qui a été autonome pendant près de 2000 ans. Voilà, alors avec évidemment des empereurs qui n'étaient pas forcément des empereurs qui venaient de Chine, hein, mais qui venaient du continent eurasiatique, mais que des occidentaux, c'est-à-dire des barbares, hein, viennent faire en sorte que l'empire en lui-même, l'institution s'effondre, c'est du jamais vu. Hein. Voilà, donc l'empire s'effondre en 1911, c'est l'abdication de la dernière impératrice chinoise, et vous voyez à travers cette carte que finalement le territoire chinois est dépecé, les zones les plus habitées, hein, parce que c'est un territoire qui est très désertique au nord, et également à l'ouest, vous voyez que les dernières, les territoires, voilà, si vous omettez les territoires chinois désertiques, en fait, les principales régions fertiles et urbaines de Chine sont en réalité sous domination étrangère. Voilà, parmi d'ailleurs les pays qui dominent l'empire chinois, vous trouvez évidemment dans la légende, vous retrouvez évidemment les Anglais, hein, mais vous retrouvez d'autres pays dits occidentaux, notamment les Français. Vous trouvez également les Russes, voilà, et puis vous retrouvez les Japonais, hein, qui étaient d'anciens vassaux de l'Empire chinois, hein, puisqu'ils payaient un tribut à la Chine, voilà, et qui, vous voyez, se sont réveillés et ont émergé d'un point de vue économique en adoptant tout simplement les standards occidentaux. On a appelé ça l'ère Meiji. Voilà, donc l'ère Meiji, si je dis pas de bêtises, c'est à compter de 1860-1870. Je me souviens plus trop de la date, mais c'est dans ces environs-là. Et vous voyez qu'environ 30 ou 40 ans après, ils sont considérés comme tout simplement une économie, mais également une puissance
occidentales qui vont